Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette quatrième et dernière webconférence sur la recherche sur les cancers digestifs organisée par la Fondation Arcade, aide et recherche en cancérologie digestive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Neusillet et le professeur Hamel, accompagnés de leurs patients Bernadette et Barbara, qui vont nous présenter l'état de la recherche sur le cancer des voies biliaires et du pancréas. Juste avant de leur laisser la parole, je vais me représenter la fondation. Donc la Fondation Arcade, c'est la seule fondation reconnue d'utilité publique dédiée exclusivement au cancer digestif. Elle existe aujourd'hui depuis 20 ans et elle est aujourd'hui présidée par le professeur Thierry André. Elle s'oriente autour de trois missions. Une mission dédiée à la recherche, c'est une mission extrêmement importante pour la Fondation, puisque nous allouons 70% de nos allocations pour soutenir 23 études avec un encours de 5,5 millions d'euros. Et cela représente déjà 50 publications sur nos bases de données. Nous avons également une mission information qui consiste à mettre à disposition et produire des supports de communication et d'information pour les patients, leur entourage, mais aussi les professionnels de santé autour des cancers digestifs. C'est dans cette mission que rentre notre cycle de webconférences. Nous avons également des guides patients que nous rédigeons avec les professionnels de santé et les associations de patients pour centraliser l'information autour de chaque cancer digestif. Le guide sur les tumeurs neuroendocrines et le pancréas a été actualisé en 2025 et le guide sur le cancer du foie sortira sous peu et le guide sur le cancer du colorectal en mars. Ils seront tous disponibles et le sont déjà sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Nous avons également une mission prévention et sensibilisation du grand public avec l'organisation d'une campagne de dépistage sur le cancer colorectal à l'occasion de Mars Bleu. Les projets de l'année 2026, nous avons un projet de recherche avec la création d'entrepôts de données, un projet autour du hackathon des cancers digestifs. Donc, c'est le premier hackathon que nous organisons du 27 au 29 mars 2026. 31 projets ont été déposés tant par des groupes de patients, des professionnels de santé, du grand public ou des groupes coopérateurs. Nous vous attendons nombreux sur ces projets. N'hésitez pas à vous inscrire depuis notre site internet. Nous avons également lancé une chaîne de podcast ainsi qu'une version dessinée de nos guides patients et nous prévoyons d'organiser une campagne de dépistage pour mars 2026. La Fondation a monté avec la faculté de Paris-Saclay une formation sur le système de santé en mutation avec une promotion de 130 inscrits. La formation a été lancée en octobre 2025. Elle est à destination de tout public pour mieux connaître le système de santé, des essais cliniques jusqu'à la mise sur le marché en passant par les données de santé. Pour plus d'informations pour l'année 2026, n'hésitez pas à nous contacter. La Fondation se positionne comme un acteur de référence en cancérologie digestive et interagit avec les associations de patients, les acteurs publics, les entreprises et les sociétés savantes, ainsi que les acteurs de la recherche. La Fondation fête ses 20 ans cette année et ce grâce à la générosité de nos donateurs qui nous permettent de soutenir nos programmes. Sachez que les dons sont déductibles des impôts sur les revenus, des impôts sur les sociétés et des impôts sur la fortune immobilière. Merci pour votre générosité et n'hésitez pas à continuer à soutenir nos actions. Maintenant, je vais laisser la parole au professeur Neusier et au professeur Hamel qui vont nous faire une présentation de l'avancée de la recherche sur le cancer des voies biliaires et du pancréas. Professeur Neusier, je vous laisse introduire cette première partie sur les voies biliaires. Un grand merci, bonjour à toutes et tous et merci à la Fondation Arcade pour l'organisation de cette conférence et de mettre en lumière les cancers des voies biliaires pour lesquels les patients sont souvent en recherche d'informations et donc on est heureux de pouvoir aujourd'hui contribuer à ces informations et donner de l'espoir en mettant en avant les différents progrès qui ont pu être faits dans le champ de la recherche ces dernières années. Donc moi je suis oncologue digestif à l'Institut Curie et donc comme on le disait on va ouvrir le bal avec les cancers des voies biliaires. Vous avez ici mes liens d'intérêt.
Et d'abord, en introduction, je voulais reprendre quelques éléments pour resituer le contexte de ces cancers des voies biliaires, parce que le mot de cholangiocarcinome est un mot que l'on n'entend pas dans nos discussions de tous les jours, et je voulais rappeler un peu des définitions pour dire que ces cancers des voies biliaires, en fait, englobent un groupe hétérogène de tumeurs qui ont en commun de se développer à partir du revêtement des canaux biliaires, donc qui servent dans le corps à conduire la bile depuis le foie jusqu'au tube digestif. Et donc, en fonction de l'étage à partir duquel se développent ces cancers, ils peuvent se développer soit à partir des petits canaux biliaires à l'intérieur du foie, on parle dans ces cas-là de cholangiocarcinome intrahépatique, et il se présente le plus souvent sous la forme de masse à l'intérieur du foie. Il peut y en avoir qui se développent à partir des canaux à la sortie du foie, c'est ce qu'on appelle les cholangiocarcinomes périhilaires, qu'on regroupe souvent avec ceux qui se développent plus bas sur la voie biliaire et qu'on appelle les cholangiocarcinomes distaux, en les appelant cholangiocarcinomes extrahépatiques. Ces tumeurs-là vont avoir la particularité de pouvoir obstruer les voies biliaires assez rapidement et se manifester par un ictère, une jaunisse qui sera le point d'entrée, le point d'alerte finalement pour faire le diagnostic. Et puis on a une troisième entité que sont les cancers de la vésicule biliaire et qui est donc l'organe qui permet de stocker la bile entre les repas et qui est aussi regroupé dans l'entité des cancers des voies biliaires dans le cadre des essais cliniques. Mais il faut savoir que ce sont des maladies, si on les met ensemble pour des raisons d'études, parce qu'elles restent assez rares prises individuellement, elles ont chacune leur spécificité, et notamment sous le plan des altérations génétiques. Et je vous en reparlerai plus tard. Du coup, il y a des traitements spécifiques en fonction de la localisation de ces tumeurs. Juste un point, du coup, pour parler un tout petit peu d'épidémiologie, puisqu'en fait, il y a certaines régions du monde où les cancers des voies biliaires sont très fréquents. C'est le cas en fait de l'Asie du Sud-Est, parce qu'ils se développent en lien avec l'inflammation liée à certains parasites du foie. Dans les zones dites occidentales, en Europe, en Amérique du Nord, ce sont des cancers qui sont considérés comme rares. En France, c'est entre 2000 et 4000 cas chaque année. Mais il faut savoir qu'ils sont en augmentation, en particulier pour les cholangiocarcinomes intrahépatiques. Et donc, on explique en partie l'augmentation par une part de vieillissement de la population, de certaines maladies chroniques du foie en lien avec le surpoids ou l'obésité qui peuvent favoriser ces cancers, mais il y a aussi une part qui n'est pas complètement expliquée. Et donc, il y a tout un champ de la recherche qui s'intéresse à ces facteurs de risque qui pourraient être environnementaux. Et la question se pose aussi d'ailleurs pour le cancer du pancréas dont vous parlera le professeur Hamel. La difficulté pour ces tumeurs, c'est que souvent elles sont diagnostiquées tardivement. Parce que autant pour les cholangiocarcinomes extrahépatiques, je vous disais, ils peuvent se manifester par une jaunisse et on va faire des explorations. Pour les cholangiocarcinomes intrahépatiques, comme il n'y a pas de dépistage, eh bien en fait, les tumeurs sont diagnostiquées au moment où elles occasionnent des symptômes et donc elles se développent silencieusement dans le foie. Et souvent, la maladie est diagnostiquée tardivement et on sait que voilà, plus les symptômes sont non spécifiques, plus ça conduit malheureusement à un retard diagnostique, et ce qui explique que pour la majorité des patients, la maladie est diagnostiquée à un stade avancé. Donc c'est la raison pour laquelle dans la suite de topo, on s'est focalisé plutôt sur les avancées concernant les maladies non opérables, puisqu'en fait c'est la majorité des patients, et en sachant voilà, que la chirurgie est un élément nécessaire pour obtenir un traitement curatif, mais qu'il y a eu aussi des avancées dans le domaine des traitements des maladies avancées. Et donc pour ça, il y a deux grands pans qu'on va développer. Le premier, c'est celui de l'immunothérapie et le second, ce sera celui des thérapies ciblées. Et donc l'élément important à dire, c'est que dans les cancers des voies biliaires, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de standard de traitement. Et pendant quasiment 10 ans, le seul outil qu'on avait, c'était la chimiothérapie seule, avec une association de deux produits qui s'appelaient la gemcitabine et le cisplatine. Et donc, on n'avait pas eu d'avancée comme on avait pu l'avoir dans les autres tumeurs. Et puis, sur les dernières années, on a eu deux grands essais thérapeutiques qui ont montré que le fait d'ajouter de l'immunothérapie à cette chimiothérapie par gemcitabine et cisplatine, donc ça pouvait être soit un anticorps qui s'appelle le durvalumab, soit un autre qui s'appelle le pembrolizumab, mais qui sont dans les deux cas des boosters de l'immunité, eh bien ça permettait d'améliorer la survie des patients par rapport au fait de faire la chimiothérapie seule. C'était des grandes études de validation qu'on appelle des études de phase 3. Et donc, sur la base de ces résultats, ces deux médicaments ont obtenu une autorisation de mise sur le marché et un remboursement, ce qui fait que le traitement de référence en première intention est maintenant la chimiothérapie associée à l'immunothérapie. Et donc pendant longtemps, je vous disais, le traitement de référence, c'était la chimiothérapie seule en première ligne. Et donc on avait conduit une étude
pour évaluer l'intérêt de l'immunothérapie, mais en traitement de seconde intention, finalement, une fois que les patients avaient reçu un traitement de chimiothérapie qui malheureusement n'avait pas marché suffisamment. Et donc, ça a été l'objet de l'étude Immunobile dans laquelle Bernadette a participé. Et donc, dans cette étude, les patients qui avaient reçu dans un premier temps une chimiothérapie donc par gemcitabine et cisplatine, qui était le standard de l'époque, eh bien, recevaient en deuxième intention un traitement d'immunothérapie avec l'association de deux produits d'immunothérapie, deux anticorps boosters, le durvalumab et le tremelimumab. Cette étude, c'était une étude académique, c'est-à-dire que ce n'est pas les industriels qui en étaient à l'origine, c'est un groupe coopérateur en oncologie qu'on appelle le GERCOR, et donc qui avait créé cette étude dans laquelle Bernadette a participé. Et donc là, je pense que je vais laisser Bernadette nous raconter son expérience dans cette étude, et ensuite, je vous en raconterai les résultats et les perspectives. Donc, vous voulez que je prenne la parole maintenant? Je pense que c'est le bon moment pour que vous D'accord. puissiez nous retracer votre expérience si ça vous convient. D'accord. Donc, bien, merci de m'avoir donné l'occasion de parler de mon cas, si on peut dire, puisque c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Donc, je vais vous donner les grandes lignes de mon parcours qui a été assez compliqué. Et donc, je vais essayer de ne pas trop insister sur ce qui ne concerne pas l'immunothérapie. J'ai eu un diagnostic fortuit à l'occasion d'une exploration d'une hernie ombilicale. Donc, le diagnostic par les examens complémentaires a été posé en novembre 2019. Comme vous l'avez dit, j'ai eu ce premier traitement chimiothérapique qui a été programmé pour 10 mois, mais c'était un peu un cas particulier puisque j'ai eu en même temps une intervention chirurgicale avec ablation du petit lobe, parce que dans mon cas, c'était le petit lobe, je crois que vous l'appelez comme ça, du foie qui était touché, et un curage ganglionnaire, mais qui ne pouvait être que partiel, puisque j'avais des ganglions disséminés, enfin j'avais pas mal de ganglions disséminés à distance. Je peux dire que sur le plan de la douleur, j'avais les prémices de douleur à ce moment-là, mais pas du tout au niveau du foie, en fait. Au niveau, alors je n'ai jamais su si c'était lié ou pas, mais elles ont régressé très rapidement après les premières chimiothérapies. Donc, je ne reviens pas sur le traitement puisque vous l'avez expliqué mieux que moi. Je dois dire que quand on m'a proposé cette immunothérapie, au départ, j'étais un petit peu réticente, mais enfin, pas vraiment. J'étais partante, mais avec une petite hésitation et qui ont été levées pour trois raisons, puisque apparemment, ça semblait un traitement plus efficace sur les formes ganglionnaires, ce qui était mon cas. Au départ, il y avait la chimio qui était associée et donc les protocoles évoluant en fonction des premiers résultats, elle a été supprimée. Mais le fait qu'elle soit associée au départ, du coup, c'était un petit peu plus rassurant, disons. Et puis, la troisième raison, c'est qu'on m'avait expliqué qu'au final, c'est quand même les défenses de l'organisme du patient qui agissent dans ce cas-là, dans ce traitement, et que comme être en première récidive uniquement avec un organisme pas trop épuisé, ça me semblait aussi peut-être un moment plus favorable voilà, pour ce traitement. Ce traitement, alors là, j'ai eu beaucoup de chance quand même, c'est pour ça que ça existe et que je suis quand même contente d'en parler. Je n'ai pas eu d'effet secondaire majeur, enfin même pas du tout en fait. Et le traitement qui était prévu pour 36 séances, à raison d'une toutes les 4 semaines, donc ça faisait un peu moins de 3 ans, je l'ai suivi jusqu'au bout. Donc il s'est montré vraiment efficace, malgré tout au bout de 2 ans, donc seul pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, il y a eu quand même des signes de reprise. Et à ce moment-là, au bout de quelques temps, comme les signes devenaient de plus en plus importants, même s'ils n'ont jamais été très très importants, suffisamment pour qu'on me fasse une radiothérapie de 5 semaines. Donc, cette radiothérapie, elle s'est terminée en novembre 2000, c'était en novembre 2023, c'est-à-dire en fait assez proche de la fin du protocole.
si bien qu'à la fin du protocole, la radiothérapie, là aussi ayant été efficace, enfin, bon, je dois dire que j'ai quand même eu beaucoup de chance avec mes traitements aussi, en plus de l'absence d'effets secondaires pour l'immunothérapie. Eh bien, à la fin du traitement, les signes étaient tous négatifs, hein. Les marqueurs étaient normalisés et le PET scan était négatif. Donc, depuis février 2024, c'est-à-dire depuis 2 ans, je n'ai pas eu d'effet, je suis suivie et je n'ai pas d'autres traitements. Voilà. Donc, je peux dire un mot quand même peut-être des autres traitements que j'ai eus pour ce qui est des effets secondaires. Enfin, juste pour être plus complète. Alors d'abord, effectivement, l'immunothérapie, je n'ai eu aucun signe clinique. Vraiment, j'arrive pas à en trouver. Et il y a eu une incertitude puisqu'en fin de traitement, quelques mois plus tard, j'ai eu une hyperthyroïdie qui a basculé en hypothyroïdie et euh, qui est peut-être liée à l'immunothérapie ou au scanner puisqu'ils étaient quand même assez fréquents, je ne sais pas, mais rien n'est sûr. Voilà. Sinon, je voulais quand même dire que par rapport au vécu, les effets secondaires, j'ai eu après mon opération une très forte, comme on m'avait retiré beaucoup de ganglions, une très forte ascite assez invalidante. Quand elle a qui a duré plusieurs mois avant de régresser. Quand elle a régressé, on a vu une éventration et donc, j'ai porté une ceinture et de contention et étant en rémission, j'ai pu opérer cette éventration. Donc, voilà, mais je voulais le signaler parce que par rapport à mon parcours, c'est une des séquelles, si on peut dire, jusqu'à présent, qui reste avec une numération bon, qui est comme celle d'une personne qui a eu de la chimiothérapie. Mais sur le plan de la biologie, je crois qu'on n'a rien observé non plus de particulier durant l'immunothérapie. Voilà. Donc effectivement, par rapport aux autres traitements, c'est sûr que sur la qualité de vie, il y a pas de comparaison. Même si je les deux autres, c'est-à-dire hors l'opération, mais qui je pense a été bénéfique, j'avais pas trop mal supporté les autres traitements. Voilà, je ne sais pas si je dois rajouter quelque chose. Je pense que vous avez été très complète et donc c'est vrai que ce qui était intéressant, c'était le contraste que vous aviez eu entre la chimiothérapie qui avait occasionné pas mal de symptômes et finalement ce traitement d'immunothérapie seul que vous avez très bien supporté. Et puis la très bonne réponse qu'il y a eu, puisque comme vous le disiez en conclusion, ça fait 2 ans qu'on ne fait plus de traitement spécifique pour votre maladie et simplement on surveille et elle n'a pas remontré de signes d'évolutivité. Donc ça montre qu'il y a vraiment un effet spécifique à l'immunothérapie, puisque là, c'était pas un ensemble chimio plus immuno, c'était de l'immunothérapie pure, et donc l'impact que peut avoir l'immunothérapie dans le traitement de cette maladie. Et donc, si je reviens sur ce que va montrer cette étude, bah, en fait, il y avait 2 types de schémas d'immunothérapie qu'on comparait. Donc là, en fait, le résultat de l'étude, c'est qu'il n'y avait pas de différence franche entre les 2 types de schémas d'immunothérapie. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'est qu'on a pu observer dans cette étude qu'il y avait un sous-groupe de patients dont faisait partie du coup Bernadette, qui, lorsqu'ils ne progressent pas au premier scanner, eh bien en fait tirent un bénéfice prolongé de l'immunothérapie. Et donc, on ne connaît pas à l'heure actuelle, on donne l'immunothérapie en première intention en association avec la chimiothérapie à tous les patients, sans les sélectionner sur la base d'un marqueur particulier. Et donc, on pense que cette étude immunobile vient par aussi ce que l'on appelle la recherche ancillaire, c'est-à-dire les analyses qui sont faites sur les échantillons des patients au niveau sanguin, au niveau tumoral. Elles pourraient amener des éléments pour savoir mieux qui sont les patients qui profitent vraiment de l'immunothérapie, comme ça a été le cas dans l'histoire de Bernadette. Et donc, raison pour laquelle cette étude, elle se poursuit avec des programmes qui ont été financés et qui arrivent bientôt à terme d'ailleurs, parce qu'on a bien avancé dessus, pour faire l'analyse à la fois des imageries des patients, mais aussi de leurs échantillons tumoraux, puisqu'il y avait une biopsie pour les patients lorsqu'ils rentraient dans l'étude, et des prélèvements sanguins. Et ces prélèvements que l'on fait au cours des études, ils sont vraiment utiles, puisque vous voyez, là, on est en train de terminer de les analyser pour en tirer le maximum d'informations et savoir exactement quels sont les patients chez lesquels l'immunothérapie apporte un vrai bénéfice versus ceux chez lesquels faire la chimiothérapie seule, par exemple, aurait la même efficacité.
Donc ça, c'est vraiment sur les avancées de l'immunothérapie. Et les questions qui restent en suspens maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait après cette première ligne par chimiothérapie plus immunothérapie? Il faut savoir que la seule étude qui ait permis de valider un traitement dans la situation post-chimiothérapie par gemcitabine et cisplatine, c'est une étude qui comparait une autre chimiothérapie, le FOLFOX, à des soins de support exclusifs, c'est-à-dire à l'absence de traitement en fait oncologique spécifique. Cette étude, elle avait montré que le FOLFOX, il a une efficacité qui est assez limitée, qu'il est associé à un certain nombre de toxicités. Et donc, en fait, ce n'est pas notre traitement préféré dans cette situation. On voudrait en améliorer l'efficacité. Et raison pour laquelle, eh ben, à nouveau, une étude académique qui vient d'être financée par le grand programme du PHRC, ce que l'on appelle, qui a reçu de plus le soutien de l'Association de patients Espoir Voie biliaire, dont je parlerai à la fin, et également un soutien financier du Fonds Clémentine Vergniaud, eh bien, qui vise à améliorer les traitements en seconde intention après cette chimio-immunothérapie, en rajoutant à la chimiothérapie par Folfox un nouvel anticorps d'immunothérapie qui s'appelle le mitazalimab et dont on pense qu'il pourrait permettre de restaurer une efficacité de l'immunothérapie quand on a déjà reçu un premier traitement de chimio-immunothérapie. Donc cette étude, elle va commencer là au milieu de l'année 2026. Et c'est pour souligner aussi à quel point le soutien de l'association de patients et le soutien du fonds ont été des éléments cruciaux pour faire basculer et obtenir le financement de cette étude académique, parce qu'on sait que les PHRC, ce sont des programmes qui sont extrêmement compétitifs. Et donc, c'est vraiment la reconnaissance à la fois du travail des équipes qui ont écrit le projet, mais aussi du fait que quand on s'unit avec les patients, eh bien, ça aide à faire progresser les choses et à générer ces nouveaux essais cliniques. Et donc rapidement, le deuxième volet, c'est en fait celui des thérapies ciblées. Comme je vous le disais, en fait, ces tumeurs, on a découvert en fait au cours des années 2010 qu'elles avaient la particularité de présenter, en fonction de leur point de départ, des anomalies génétiques qui sont vraiment le moteur de la multiplication des cellules tumorales et qu'on peut utiliser des molécules inhibitrices pour aller bloquer les voies qui sont concernées et qui alimentent finalement les cellules tumorales. Et donc ça a donné lieu à de multiples essais cliniques qui ont permis de valider différentes thérapies ciblées, ce que l'on appelle. Donc ce n'est pas des chimiothérapies, ce sont des petites molécules ou des anticorps qui vont agir spécifiquement sur l'anomalie qu'on trouve dans les cellules tumorales. Et donc là, c'est pour vous montrer qu'en fait, quand on a déjà reçu un traitement par chimio et immunothérapie, si on doit avoir réalisé en fait en cours de début de traitement un profil moléculaire de la tumeur pour savoir est-ce qu'elle a ces différentes anomalies. Parce que dans ces cas-là, en cas d'échec du traitement de première intention, plutôt que de faire du Folfox, on va préférer utiliser des thérapies ciblées. Et donc, ça concerne pour les cholangiocarcinomes intrahépatiques des anomalies qu'on appelle des mutations d'IDH1 ou des fusions de FGFR2 qui peuvent concerner chacune 10 à 15% des patients. On peut trouver aussi, quelle que soit la localisation intra- ou extrahépatique, des mutations d'un gène qui s'appelle BRAF. On peut trouver des surexpressions d'HER2 comme on les trouve dans les cancers du sein ou de l'estomac. On peut trouver certaines fusions rares et on peut aussi trouver certaines altérations des gènes BRCA1, BRCA2 comme pour le cancer du pancréas. Et pour chacune de ces anomalies, eh bien, il y a des thérapies ciblées qui peuvent être proposées et qui offrent des opportunités avec davantage d'efficacité et souvent moins de toxicité que le Folfox. Et donc, dans ces cas-là, le Folfox est utilisé en intention ultérieure une fois qu'on a pu utiliser ces thérapies ciblées. Ce qui est important à savoir en tant que patient, c'est que du coup, il faut s'assurer que toutes les anomalies ont bien été recherchées pour avoir accès à toutes les opportunités thérapeutiques. Et il faut savoir qu'il n'y a pas un seul test qui permet d'identifier toutes les anomalies. Il y a certaines des anomalies qui se recherchent sur des analyses de l'ADN. Il y a certaines anomalies qui se recherchent sur des analyses de la RN de la tumeur. Et il y en a d'autres qui se recherchent en faisant une recherche des protéines en immunohistochimie. Et donc, il est important de bien demander à son médecin est-ce que l'ensemble des tests ont été réalisés pour être certain de ne pas rater une opportunité en termes d'accès à ces différents traitements de thérapie ciblée. Et donc, ces thérapies ciblées, je vous disais, à l'heure actuelle, on les utilise en seconde intention quand on a déjà essayé la chimio-immunothérapie. Mais il y a des études académiques, là encore, qui visent à essayer de les faire remonter dans la séquence de traitement pour les utiliser plus tôt. Et donc, il y a une grande étude qui est en cours actuellement en France et dans d'autres pays européens qui s'appelle l'étude Saphir ABC10, dans laquelle on commence le traitement par chimio-immunothérapie.
On réalise le profil moléculaire de la tumeur et si on trouve une anomalie génétique, eh bien, on va utiliser le traitement de thérapie ciblée, non pas en cas d'échec de la chimio-immuno, mais en traitement de maintenance, ce que l'on appelle, c'est-à-dire on fait 3 mois de chimio-immuno et ensuite on bascule sur un traitement par thérapie ciblée pour maintenir le contrôle sur la maladie. Donc ça, c'est une étude qui est en cours et qui avance assez vite et donc on espère qu'on pourra en avoir des résultats rapidement. Et il y a aussi une autre étude sur le même principe qui se développe en post-opératoire, donc pour encore faire remonter plutôt ces éléments. Et donc c'est l'étude qui s'appelle Saphir Impact et qui elle aussi vient d'être financée par le PHRC. Donc les messages importants à retenir, c'est que grâce aux différents progrès des essais cliniques ces dernières années, l'immunothérapie en association à la chimiothérapie est devenue un standard de première intention qu'on cherche actuellement par les études soit à augmenter l'efficacité de cette stratégie, soit à rattraper la résistance une fois qu'on a déjà reçu de l'immunothérapie. Le Folfox en deuxième ligne est un standard faible et on préfère du coup utiliser des thérapies ciblées lorsque l'on a des altérations ciblables. Et je ne vous en ai pas parlé ici, mais il y a certaines formes de cholangiocarcinome intrahépatique qui n'ont pas d'extension métastatique en dehors du foie et pour laquelle peut y avoir des stratégies de traitement locaux régionales, notamment de la radiothérapie interne qu'on délivre par les artères du foie qui doivent être discutées parce que ça peut permettre de faire réduire de taille la tumeur et de discuter de chirurgie pour des patients qui des fois n'étaient pas résécables au départ. Dernier petit message, c'est qu'il est très important pour ces cancers comme pour ceux du pancréas de penser à l'importance des soins de support, la nutrition, l'activité physique et aussi le traitement des différents symptômes en lien avec la maladie. On manque d'études spécifiquement sur ce sujet dans les cancers des voies biliaires. Mais du coup, avant de revenir sur cette diapo-là, je vais vous montrer la dernière diapo, qui est celle pour dire que justement, on a une enquête qui est en cours, donc que l'on mène en lien avec les associations de patients Espoir Pancréas, Espoir Voies biliaires et Patients en réseau pour mener une enquête sur les besoins des patients en termes de prise en charge nutritionnelle en activité physique adaptée, donc lorsqu'ils sont pris en charge pour des cancers digestifs. Et donc, si vous êtes patient, si vous êtes aidant, je vous invite à remplir cette enquête et le résultat en sera présenté lors du prochain webinaire du Club Nutrition Unicancer, qui est en fait un groupe scientifique où on s'intéresse aux problématiques nutritionnelles en oncologie digestive. Et donc, dernier point pour aller plus loin, c'est qu'on est plus fort en unissant nos forces, comme je vous le disais. Et donc, dans le domaine des cancers des voies biliaires, on a créé à la fois une association scientifique qui s'appelle ACABI, qui regroupe les médecins et les chercheurs et qui existe maintenant depuis 2018. Et depuis bientôt 2 ans maintenant, on a l'association Espoir Voies biliaires qui a été créée, donc sur le même modèle qu'Espoir Pancréas, pour apporter de l'information et du soutien aux patients et à leurs familles. Et cette association, elle reste encore assez méconnue, et donc je suis contente aujourd'hui de pouvoir en dire un mot pour la mettre en lumière. Et il y a également le fonds Clémentine Vergniaud qui est adossé et qui permet de lever des fonds pour financer notamment des thèses de médecins. Et ils en ont déjà financé une du coup l'année dernière qui permet à un chercheur de travailler pendant 3 ans sur la thématique des cancers des voies biliaires. Et ils apportent aussi leur soutien, comme je vous l'ai montré, à nos essais cliniques académiques pour lesquels ça peut être difficile des fois de trouver des financements. Et donc, on a un site internet commun. Donc, si vous tapez cancer des voies biliaires sur Google, ça va vous sortir le site internet commun à Espoir Pancréas, à Espoir Voies biliaires, à Acabi et au fond Clémentine Vergniaud pour avoir davantage d'informations. Et donc, sur ce, je crois qu'on est tout pile aux 25 minutes pour pouvoir prendre vos questions avant de passer le relais au pancréas. Merci, professeur. Et effectivement, on est pile à l'heure, c'est parfait. Merci à Bernadette également pour son témoignage. Donc, je vais maintenant passer aux questions. Simplement pour rappeler à nos auditeurs, les questions ne peuvent pas être des cas particuliers. On ne répond que aux questions générales et il faut bien taper la question et cliquer sur le bouton envoyer pour que nous puissions les lire. Alors, professeur, une première question. Pourquoi ne pas proposer directement aux patients une thérapie ciblée en première ligne, puis traitement de référence en seconde ligne? Alors, c'est une très bonne question. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'on n'a pas encore d'essai clinique qui permet de valider le fait d'utiliser ces thérapies ciblées dès la première intention. Il y en a certains qui sont en cours, notamment pour IDH1, pour HER2, mais on a besoin
pour pouvoir faire rentrer dans notre pratique courante une nouvelle manière de traiter les malades, d'avoir un essai clinique qui nous permette de le valider. Et à l'heure actuelle, les essais cliniques de thérapie ciblée, ils ont été menés après un traitement de première intention. Donc c'est pour ça qu'on les utilise dans ce cadre-là. La deuxième raison, c'est que pour pouvoir donner les thérapies ciblées, il faut disposer du profil génétique de la tumeur, comme je vous ai montré. Et ce profil génétique de la tumeur, il prend quelques semaines pour pouvoir être réalisé. Et donc, si on devait attendre le résultat de ce profil pour commencer le traitement, ça induirait un retard à l'initiation du traitement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les essais de thérapie ciblée en première ligne ont des fois du mal à pouvoir trouver des patients parce que c'est difficile de faire attendre un patient pendant un mois et demi avant de commencer un traitement. Et donc, c'est pour ça que le standard à l'heure actuelle, ça reste la chimio-immunothérapie. Et on fait le profil moléculaire et si on trouve quelque chose, on le donne en seconde ligne ou alors en maintenance si c'est dans le cadre de l'étude Saphir ABC10. D'accord. Et le profil moléculaire, est-ce qu'il est proposé dans tous les centres en France? Il devrait l'être, puisqu'en fait, ça fait partie des recommandations européennes et nationales. C'est indispensable pour pouvoir prendre en charge ces tumeurs. Il peut y avoir des problématiques pour certains centres de remboursement de ces profils, puisqu'ils ne sont pas remboursés à 100% pour le centre prescripteur. Là, l'assurance maladie ne rembourse le centre que à peu près la moitié en fait, du montant. Mais il faut savoir qu'il y a un dispositif national qui s'appelle France Médecine Génomique et qui permet d'avoir accès à ce profil où qu'on soit si le centre de périphérie, on va dire, se met en lien avec un centre de référence de France Médecine Génomique. Il peut faire passer l'échantillon du patient pour obtenir le profil et dans ces cas-là, le centre ne paye rien. Une autre manière d'avoir le profil, c'est de participer à Saphir ABC10, puisque dans Saphir ABC10, ça inclut le profil systématique de toutes les tumeurs. D'accord. Merci pour cette réponse. Il y a une autre question sur les symptômes. Quels sont les symptômes du cancer des voies biliaires? Alors, on le disait, ça dépend du point de départ. C'est-à-dire que quand le cancer se développe sur les grosses voies biliaires, donc les cholangiocarcinomes périhilaires ou distaux, ben, pour une raison de tuyauterie, hein, la tumeur elle va se développer dans le tuyau biliaire et donc elle va venir le boucher au moment de son développement. Et donc, un des symptômes qui va apparaître assez tôt dans le développement de la tumeur, ça va être un gêne à l'écoulement de la bile et du coup, ce qu'on appelle un ictère, c'est-à-dire la peau, les yeux qui deviennent jaunes, les urines foncées, les selles décolorées. Donc ça, c'est pour les cancers des voies biliaires extra-hépatiques. La problématique que l'on a, c'est souvent pour les cancers des voies biliaires intra-hépatiques, ceux qui se développent plutôt sous la forme de masse dans le foie, comme c'était le cas pour le cancer de Bernadette. Ben, en fait, ces cancers, du coup, on les découvre soit fortuitement, et c'est une chance dans ces cas-là, c'est-à-dire au moment où ils n'occasionnent aucun symptôme, soit en fait, au moment où on les découvre, c'est parce qu'ils donnent des perturbations du bilan du foie, ou qu'il commence à y avoir un amaigrissement, une fatigue ou des douleurs. Mais dans ces cas-là, c'est que la tumeur occupe déjà une taille assez conséquente dans le foie pour occasionner les douleurs. Ça veut dire qu'elle arrive au contact de la superficie du foie. Donc, c'est des symptômes qui sont souvent tardifs. Et donc, c'est un vrai problème parce qu'à la différence du cancer du côlon, où on a un dépistage généralisé, on n'a pas de dépistage pour les cancers des voies biliaires et on pourrait pas vraiment le mettre en place parce qu'on ne pourrait pas faire un dépistage à toute la population et qu'on ne connaît pas bien les populations qui sont plus à risque de développer ces cancers. Mais donc ça, c'est vraiment un point. Et d'ailleurs, Bernadette, pour rebondir là-dessus, vous nous avez dit que vous aviez pas de symptômes hépatiques, c'était plus des ganglions en fait qui vous faisaient mal parce que la maladie avait déjà essaimé à distance. Oui, c'est ça. Et je n'ai pas donné trop de détails, mais j'ai eu ma première chimiothérapie en décembre 2019. J'avais mal depuis quelques temps. J'étais obligée, enfin, au niveau digestif, au départ, je n'ai pas du tout pensé à un cancer, d'ailleurs. Je pensais plutôt à d'autres problèmes. Et j'ai été obligée de prendre du Doliprane et j'ai commencé à être obligée de prendre après du kétoprophène. Enfin, je commençais à avoir des douleurs quotidiennement, j'en prenais. Et c'était le 1er janvier, donc j'avais eu juste enfin, une cure, c'est-à-dire deux séries de traitements. Et ces symptômes ont disparu, je peux presque dire, dans l'heure. C'est-à-dire que j'avais mal dans la journée et le soir, je me suis dit, tiens, c'est drôle, je n'ai plus mal et je n'ai plus jamais eu mal. Et je n'ai même pas osé dire que je n'avais plus mal. J'ai attendu 15 jours avant
de dire à mon mari, mais tu sais, j'ai plus de douleur. Mais c'était, j'en prenais la nuit, enfin, c'était des douleurs très maîtrisées par les médicaments, mais qui, sans médicaments, commençaient à devenir pénibles. Donc, je pense que le diagnostic aurait peut-être fini par Mm. se faire hors l'histoire de la hernie ombilicale. Mais sinon, mon bilan hépatique était normal. Mm. Et puisque vous me donnez la parole, je n'avais pas de CRP, enfin, j'avais vraiment rien du tout. Et puisque vous me donnez la parole, moi, j'ai exercé un métier où j'ai respiré beaucoup de solvants. Donc, je ne sais pas si ça peut aider. Et dans mon mode de vie, je marche beaucoup et j'ai une alimentation à peu près équilibrée. Voilà, mais j'ai toujours eu beaucoup d'activités malgré tout. Dans la très grande majorité des cas, on ne retrouve pas en effet de facteurs de risque classiques en fait, quand on diagnostique ce type de cancer. Et c'est vrai qu'il y a un élément important que vous rapportez et qu'on retrouve pour d'autres cancers digestifs, c'est que quand on a des symptômes qui sont des douleurs comme ça isolées, sans perte de poids, sans perturbation du bilan, etc., bah, souvent en fait ça retarde le diagnostic parce que le médecin généraliste, il va d'abord se dire que c'est quelque chose peut-être de fonctionnel, il va donner des antiacides, du paracétamol pour voir si ça passe ou du spasfon en se disant bah, c'est peut-être juste une colopathie entre guillemets. Et donc ça peut malheureusement conduire aussi à des retards diagnostiques. Alors ce qui ne veut pas dire que toute personne qui a mal au ventre a forcément un cancer en dessous. Il faut aussi assurer par rapport à ça. Une des causes les plus fréquentes des douleurs abdominales, c'est les causes fonctionnelles sans qu'il y ait de cancer sous-jacent. Mais par contre, des douleurs d'apparition nouvelle, quand on n'en avait pas du tout de douleur auparavant, ou si on est habitué à avoir des douleurs, mais qu'il y a d'autres symptômes qui apparaissent, des modifications du transit, un amaigrissement, eh bien, ça doit vraiment faire creuser et pousser auprès de son médecin pour avoir des examens s'il ne le propose pas spontanément. Et est-ce qu'on a repéré des marqueurs sanguins fiables qui pourraient être un jour testés, enfin qui pourraient être utilisés pour tester pour un dépistage facile, comme une biopsie liquide? Et enfin, est-ce qu'il y a des sujets de recherche là-dessus? Est-ce que c'est un axe sur lequel la recherche se positionne en France? Alors, il y a un sujet sur la biopsie liquide dans les cancers des voies biliaires, pas tant pour le diagnostic, mais pour essayer d'obtenir l'information moléculaire dont je vous parlais. Donc, habituellement, on fait les analyses moléculaires sur une biopsie de la tumeur, mais il peut arriver que la biopsie tumorale ne comporte pas suffisamment de matériel pour pouvoir avoir le résultat des mutations du patient. Donc, la biopsie liquide, c'est-à-dire le fait de rechercher les mutations dans le sang au lieu de les rechercher sur le tissu tumoral, dans les cancers des voies biliaires, il a été montré que ça correspond assez bien, les mutations qu'on peut retrouver dans le sang, avec les mutations qu'on peut retrouver dans la tumeur, mais qu'en revanche, il y a certaines autres anomalies, comme les fusions, celles qui se recherchent sur l'ARN et non pas l'ADN, ou les surexpressions qui ne peuvent pas être détectés par la biopsie liquide de façon très robuste. Alors l'étude Saphir ABC10 comprend de façon systématique une biopsie liquide et donc elle nous apportera aussi de nouvelles informations par rapport aux performances voilà, de cet outil et à sa place dans la prise en charge des patients. En revanche, en termes de dépistage, eh bien, en fait, on n'a pas un marqueur sanguin qui ferait qu'en faisant une prise de sang, ça nous dirait, vous avez probablement un cancer des voies biliaires et que ça pourrait conduire à faire les examens. Je pense que le professeur Hamel dira de la même manière que pour le cancer du pancréas, on n'a pas ce marqueur qui puisse être validé pour la routine. Et c'est aussi une problématique que l'on a pour ces cancers qui ne disposent pas d'un test de dépistage généralisé. Parce que de la même manière que pour le pancréas, autant pour le cancer du côlon, on peut espérer faire une coloscopie qui montre une lésion à un stade pré-néoplasique, pré-cancéreux et pouvoir la retirer endoscopiquement. Mais pour les voies biliaires comme pour le pancréas, on n'a pas accès à ces lésions facilement pour les retirer en fait. Et c'est aussi un des éléments qui freine la prise en charge. C'est vraiment des situations très individuelles. D'accord. D'accord, bah merci pour cette réponse. Dernière minute, dernière question, il faudra faire une réponse très courte. Est-ce qu'on peut envisager l'histotripsie pour traiter un cholangiocarcinome, étant donné les résultats positifs obtenus aux États-Unis dans le traitement du cancer du foie? Alors, pour réponse courte, c'est non, c'est pas validé en fait. Du coup, on n'a pas de données comparatives qui nous permettent de valider l'efficacité de ce type de traitement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit paraître dans la presse
Et d'ailleurs, ça peut-être le professeur Amélie nous en parlera aussi, qui nous disent qu'on peut guérir tel ou tel cancer du jour au lendemain, simplement parce qu'on a eu un résultat chez trois souris ou sur un échantillon dans une éprouvette. Et malheureusement, pour pouvoir avoir la validation de l'efficacité d'un traitement et son accès pour la routine, eh ben, il faut des essais qui prennent un peu plus de temps et qui permettent de s'assurer que c'est vraiment l'effet spécifique du traitement et pas d'autres facteurs confondants qui expliquent les résultats. Effectivement, d'accord. Eh bien, écoutez, merci pour ces réponses, merci pour cette présentation, merci Bernadette pour votre témoignage. Maintenant, je passe la parole au professeur Hamel et à sa patiente Barbara qui nous parleront du cancer du pancréas. Professeur Hamel, je vous laisse la Bonjour, parole. bonjour. Mais ça sera très complémentaire de ce que vient de vous dire le professeur Neusier, le professeur Neusier, parce qu'il y a des choses qui sont communes à ces cancers, qui sont dans cancers un peu redoutés. Et à côté de moi, dans le fond, vous voyez Bernadette Bernadette, pardon, Barbara, qui viendra se joindre à moi pour parler de l'essai auquel elle a participé. Alors, pour le cancer du pancréas, oui, je passe les diapos comme ça, mes liens d'intérêt, voilà. Alors, en épidémiologie, c'est un cancer qui augmente. Il y a 16 000 nouveaux cas par an en France en 2023 et ce sera la deuxième cause de décès par cancer en 2030. Donc, c'est un vrai problème de santé publique. Vous voyez que le cancer du poumon, qui est le principal, le maximum de mortalité dans notre pays, est en train de diminuer parce que le tabac va diminuer également si on s'en réfère à ce qui se passe aux États-Unis. On peut espérer la même chose. Le cancer du pancréas, lui, augmente et il dépasse en mortalité bien des cancers comme le cancer du sein ou de la prostate. Donc c'est pour ça on s'y attache particulièrement, d'autant plus qu'il semble que ça frappe aussi les sujets plus jeunes maintenant. Alors, je ne vais pas parler d'épidémiologie des causes, hein, toujours l'obésité, le tabac dont a parlé Cindy Neusillet. On cherche actuellement des pistes sur un certain nombre de toxiques environnementaux, comme certains pesticides, etc. Et pour l'instant, on a des suspicions, mais on n'a pas des corrélations fermes en disant tel ou tel produit cause le cancer du pancréas. Donc, c'est en pleine recherche, mais on va trouver des choses certainement. Alors, je vais vous parler des nouveautés en 2025 parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses et comme l'a dit Cindy Neusier tout à l'heure, il y a eu des annonces presse qui sont parfois difficiles à gérer pour nous parce qu'un chercheur de haut niveau publie un papier, fait une publication dans une revue scientifique et c'est pris pour argent comptant, ça y est, on guérit le cancer du pancréas ou des voies biliaires demain. C'est pas tout à fait le cas, mais on va voir qu'il y a quand même de grandes avancées par rapport, disons, à la décennie précédente. Alors, c'est un schéma d'ailleurs qui avait été fait au départ par Cindy Neusillet, dans lequel vous voyez que, il y a 30 ans, il y avait un seul médicament. Il y a eu une association qu'on appelle le Folfirinox. Il y a trois produits en 2011 qui a montré une efficacité supérieure. Et là, on s'est dit chic, on va pouvoir associer au Folfirinox d'autres molécules et faire mieux. Mais on patine un peu et est arrivée une nouvelle molécule, le nab-paclitaxel associé à la gemcitabine qui était un peu mieux. Une autre molécule déjà utilisée dans les cancers du sein et de l'ovaire, mais dans un tout petit nombre de personnes, de cas où les personnes ont une mutation d'un gène dit BRCA, qui donne plutôt des cancers de l'ovaire et du sein, et parfois du pancréas, qui a une efficacité, mais ça concerne 1 à 2% des patients qui ont un cancer du pancréas. Et enfin, il y a une étude récente qui a montré que l'association Nalirifox, qui est finalement comme le Folfirinox, mais il y a l'irinotécan liposomal, qui est un produit pharmaceutique nouveau, et faisait mieux que l'association gemcitabine nab-paclitaxel. Ce qui fait que les Américains qui utilisaient moins le Folfirinox, qui est une production française, une création française, se mettront probablement à utiliser le Nalirifox parce qu'ils l'ont montré aux États-Unis, donc ils y croient plus forcément. Et pendant ce temps-là, plein de produits ont été testés de tout genre, je ne vais pas les énumérer, mais tout ce qui est en pointillé, ce sont des échecs qui montrent que finalement, il est toujours aussi difficile de cibler le cancer du pancréas pour les traitements. Alors, là, il y a d'autres choses en parallèle. Je remonte au XVIIIe siècle pour dire qu'on savait déjà qu'il fallait nourrir les patients atteints de cancer. La nutrition artificielle par les veines, donc parentérales, est apparue en 68. En 90, il y a eu l'apparition des biopsies et des stents, c'est-à-dire des prothèses qui permettent aux patients qui ne mangent plus parce qu'ils ont un obstacle duodénal de manger. Et puis, des nouvelles molécules, des identifications de produits qui vont améliorer l'appétit, notamment, combattre l'anorexie les médicaments contre la douleur, le rôle de l'activité physique, où Cindy Neusillet a beaucoup travaillé là-dessus, comme vous le savez, dans une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps et qui est très importante.
Alors, ensuite, il y a l'immunothérapie. L'immunothérapie, on en parle partout, notamment dans certains cancers, comme le cancer du poumon, comme les cancers de la peau, mélanome, et on nous demande à chaque fois en consultation, et moi, l'immunothérapie. Le problème, c'est que ça marche pas bien dans le cancer du pancréas, même pas du tout, et je vais vous donner un exemple. Alors, le pourquoi, c'est que on va voir que c'est un peu plus difficile dans le cancer du pancréas. Alors, je vais faire un petit schéma pour expliquer ce que sont que les épitopes. Les épitopes, c'est des fragments de molécules reconnus par les défenses de notre organisme. Et dans les défenses de notre organisme, vous savez certainement ce que sont les lymphocytes T. Les lymphocytes T, c'est ceux dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, mais aussi pour le sida. Et donc, ces épitopes qu'on a, disons, à la surface de nos cellules sont reconnus par notre système immunitaire comme bienveillants. Donc, le système immunitaire n'agit pas. Par contre, il y a des néoépitopes, c'est-à-dire des nouvelles molécules qui vont apparaître, notamment dans les cancers, et elles, le système immunitaire les avait jamais rencontrées avant. Donc, une fois que le système immunitaire les reconnaît, les défenses peuvent s'activer pour détruire la cellule contenant ce fragment d'épitope. Et c'est comme ça que ça marche très bien dans les cancers du poumon et de la peau, comme je disais, mais également pour Bernadette, je pense que c'est quelque chose qui a pu jouer et qui est très important. Dans le pancréas, c'est pas aussi simple, mais on a repéré des néoépitopes, c'est-à-dire des substances qui pourront peut-être être combattues par nos lymphocytes qui, du coup, s'activent et deviennent combattants ces anomalies. Alors, on a basé une étude sur ce principe, mais cette étude est un échec et on va voir qu'il y en a d'autres qui vont peut-être faire mieux. L'étude Mazepa, qu'on a donc animée avec le GERCOR et le groupe Prodige, pendant que les patients avaient du FOLFIRINOX, la chimiothérapie de base, pendant 4 mois pour traiter leur maladie métastatique, on cherchait des anomalies pouvant faire évoquer une sensibilité à l'immunothérapie. Et on a cherché notamment, pas pour l'immunothérapie, mais BRCA, et tous les autres qui n'avaient pas un profil permettant de dire qu'ils vont être sensibles à la molécule BRCA, qui combat BRCA, je veux dire, euh, ont eu une immunothérapie testée contre la chimiothérapie classique. Et en fait, voilà le résultat. Et là, on croit rêver, puisque c'est à l'envers. Le traitement classique d'allègement par FOLFIRI, c'est-à-dire qu'on a enlevé le OX, qui commence à abîmer les petites terminaisons nerveuses, et ben on s'est aperçu que l'immunothérapie faisait moins bien en termes de contrôle tumoral. Fort heureusement, dans cette étude, les patients n'ont pas perdu de chance de vie parce qu'après on a rattrapé avec les traitements. Mais vous voyez que c'est exactement l'inverse de ce qu'on attendait. Donc l'immunothérapie, c'est un exemple, mais c'est vraiment difficile à mettre au point dans le cancer du pancréas. Alors là, après une autre étude est apparue qu'a présentée Cindy Neusillet récemment, c'est une sorte d'immunothérapie puisqu'il y a des néoépitopes qui sont créés artificiellement, si je puis dire, avec un certain nombre de marqueurs tumoraux. Ils sont mis dans un produit qu'on peut intégrer dans un vaccin, et ce vaccin, Tedopi, est administré aux patients. Donc, le travail présenté par Cindy Neusillet comparait en situation de maintenance, c'est-à-dire que les patients avaient une stabilisation tumorale prolongée, et on leur donnait, en tirant au sort, soit du FOLFIRI, la chimiothérapie d'allègement, soit le FOLFIRI plus le médicament en question. Et en fait, l'objectif principal de cette étude a été atteint, c'est-à-dire que le contrôle tumoral et la survie globale des patients à 1 an étaient de 65%, c'est-à-dire que 65% des patients avaient atteint la première année, c'est un cancer grave et c'était déjà pas mal, mais on s'aperçoit au fond que c'était une étude non comparative, mais si on prenait le bras FOLFIRI, donc le bras standard, il n'y avait pas de comparaison directe, mais on s'apercevait que le FOLFIRI faisait bien aussi. Donc, c'est très important d'avoir un bras contrôle pour ne pas clamer que cette immunothérapie est très, très efficace. Et il faut la comparer, évidemment, au bras de référence. Voilà. Alors après, on nous parle beaucoup, on nous questionne beaucoup sur les vaccins. Est-ce que, docteur, qu'est-ce que vous pensez des vaccins contre le cancer du pancréas? J'ai entendu qu'il y avait des traitements magiques. Alors là, vous voyez une des plus grandes publications dans laquelle il y a 50 auteurs dans un grand centre américain, le Sloan Kettering de New York, 50 auteurs pour finalement 18 patients, enfin 16 patients qui ont reçu un traitement potentiellement efficace contre ces néoantigènes. Donc vous voyez que c'est un gros travail, c'est très très lourd. Et donc, en fait, je vais résumer comme ça. En 2022, avant le traitement dont je parlais à l'instant, il y a eu
une tentative qui a été intéressante chez un patient qui a reçu une immunothérapie sous forme de modification de la réponse immunitaire. On a pris les lymphocytes du patient, on les a trafiqués et on les a injectés. On leur a appris à reconnaître KRAS, qui est donc le gène qui était impliqué le plus dans le cancer du pancréas. Et il y a eu une réponse sur des métastases pulmonaires. Ensuite, il y a eu un autre travail, celui dont je viens de parler, dans lequel on a pris chez des patients qui avaient un petit cancer, c'est pour ça que ce n'est pas pour tout le monde maintenant, on a pris leur tumeur et on a analysé justement ces néoépitopes en broyant la tumeur, je vais aller vite, on a mis ça dans un complexe lipidique, l'hypoplexe, et on l'a réinjecté aux patients sous forme de vaccination après leur tumeur enlevée et après leur avoir donné un agent d'immunothérapie pour stimuler l'immunité. On leur a fait cette vaccination, on leur a quand même donné la chimiothérapie au cas où ça ne marche pas, et on a regardé ce qui se passait, et il y a des résultats prometteurs chez les patients qui se sont immunisés, mais vous allez voir que c'est les patients en jaune, en orange. Vous voyez qu'il y a 8 patients qui ont eu une immunisation et qui, eux, ont répondu au vaccin, mais les 8 autres n'ont eu aucune réponse, n'ont pas été immunisés et donc n'ont pas répondu au vaccin. Donc vous voyez que c'est un petit nombre de patients, il y a des espoirs, mais il y a encore du travail. Et puis un dernier travail que je ne détaillerai pas, où on a également euh, pratiqué une injection de vaccin ciblée toujours sur ce fameux gène KRAS et qui semble donner des résultats, mais qui sont tout à fait préliminaires. Alors, c'est important d'aller plus loin et de dire, il n'y a pas que les vaccins, évidemment, c'est très séduisant, mais pour l'instant, c'est encore émergent. Et ce qui est peut-être un peu plus avancé, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de KRAS. KRAS, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que c'est que le gène KRAS? Ben, dans les cellules normales qu'on a, le gène KRAS, c'est comme une petite lumière qui peut s'allumer ou s'éteindre. Là, quand ça s'allume, le gène KRAS est activé, on dit en forme on, et il pousse à la division cellulaire pour que la cellule se reproduise. Ça, c'est dans une cellule normale, et puis après, une fois qu'il a fait son travail, il s'éteint et la division cellulaire se stoppe. Mais dans les cancers, le gène KRAS est allumé quasiment en permanence. Le système immunitaire n'arrive plus à éteindre cette lumière et il y a une division cellulaire et ça pousse à la prolifération tumorale et donc à la croissance du cancer. Et c'est sur ce principe qu'il a fallu trouver un médicament et ça a pris 18 ans pour trouver un médicament. On a environ 20% de tous les cancers qui ont une mutation KRAS. Il y en a près de 80-90% dans le cancer du pancréas. Et voilà. Et donc, on a cherché très longtemps et on s'est aperçu qu'il y avait des variations énormes des mutations. Il y a des mutations qui ont des noms différents, G12D, G12V, etc. Et pour l'instant, on n'arrivait pas à cibler ces mutations pour arrêter le cancer. Alors, il y a un médicament qui a été mis au point et dont je vais parler, qui s'appelle le daraxonrasib. C'est un nom un peu compliqué pour dire qu'il y a RAS dedans, sous la forme activée. C'est-à-dire c'est un médicament qui, pour la première fois, pourrait bloquer la forme activée de RAS qui pousse le cancer à pousser. Et donc, moi, quand j'explique aux étudiants, je leur dis, il y a le puzzle et le chewing-gum. RAS est activée, la protéine, si elle est associée à deux autres protéines qui s'appellent cyclophiline A et RAF. Ça fait trois morceaux du puzzle. Et si les trois morceaux du puzzle s'imbriquent, la division cellulaire se met en route et le cancer pousse. Et donc le principe du daraxonrasib, en l'occurrence, c'est comme un petit chewing-gum qui se met entre ces protéines entre ces protéines et donc entre ces morceaux de puzzle et empêche d'emboîter les morceaux de puzzle. Alors ça, c'est une vue plus scientifique des choses et vous verrez que il peut y avoir un arrêt de la prolifération. Voilà le daraxonrasib, voilà les trois protéines, et voilà le morceau de chewing-gum dont j'ai parlé qui se colle entre ces trois protéines et qui les empêche d'activer la cellule. KRAS s'éteint et à ce moment-là, la tumeur pousse moins. Alors, il y a plusieurs inhibiteurs, hein. Il y a des inhibiteurs pan-RAS, donc qui inhibent toutes les mutations KRAS, et y compris NRAS et HRAS, qui sont d'autres types de mutations. Et puis, il y a des inhibiteurs spécifiques, comme je vous ai montré, qui choisissent entre guillemets une mutation, par exemple G12D, qui est une des plus fréquentes, ou G12V. Et donc, à ce moment-là, on a un effet potentiel. Et on va voir comment ça marche. Voilà. Alors, dans la phase 1, et c'est ça qui nous a vraiment attirés pour tester ce médicament, c'est que les patients qui avaient échappé au FOLFIRINOX, qui avaient donc une maladie évolutive et qui étaient en danger quand même, parce qu'on savait que le traitement suivant, on avait 3 à 6 mois d'efficacité, ben, vous voyez que ces patients ont une diminution de la tumeur. Ça, c'est la taille de la tumeur qui diminue en pourcentage. Et vous voyez qu'avec des simples cachets, il y a quand même un nombre important de patients qui ont une stabilisation de la maladie, c'est-à-dire entre 0 et 30% de diminution, et les patients qui ont eu plus de 30% de diminution. Et en survie, ça montrait ça, c'est-à-dire que vous aviez des patients qui avaient une survie prolongée, puisque là, vous ne voyez pas les chiffres en bas, mais il y avait quand même
près de 50% des patients qui étaient vivants à 2 ans et plus de 80% à 1 an, ce qu'on n'avait jamais vu dans le cancer du pancréas jusque-là, que les patients aient reçu 2 ou 3 lignes de traitement avant, c'est-à-dire qu'ils aient une maladie évoluée. Évidemment, il fallait des patients en très bonne forme. Évidemment, c'était un essai thérapeutique mené aux États-Unis qui était très sélectif. Voilà en gros ce que ça donne effectivement. Et là, vous voyez, si on se met à 1 an, il y a encore 50% des patients qui sont vivants avec un cancer du pancréas qui était quand même très très grave à ce moment-là. Et donc, ça donne évidemment un espoir considérable. Alors ensuite, et je vais donner la parole à Barbara qui est à côté de moi, c'est là qu'on nous a proposé de passer à l'essai appelé RAS Solute, c'est-à-dire les patients qui ont reçu la chimiothérapie ont ensuite une progression tumorale. Et là, d'habitude, on leur donne une chimiothérapie faite de 2 produits qu'on appelle gemcitabine et Abraxane ou paclitaxel. C'est ces 2 produits qui se ressemblent. Et dans cet essai, on comparait la chimiothérapie classique à des cachets de ce fameux daraxonrasib, inhibiteur de KRAS, par randomisation, par tirage au sort. Et ce traitement est donné en cachet. Voilà. Alors, je dois dire que on s'est adressé donc à des patients qui avaient cette progression tumorale. Il fallait qu'on ait le statut, c'est-à-dire l'analyse moléculaire, ce qui était un peu compliqué. Il fallait qu'ils soient en bonne forme, il fallait qu'ils soient près d'un centre qui incluait, donc ça faisait beaucoup de conditions et c'était un peu difficile. Mais ce qui était important aussi, c'est que les patients acceptent l'idée que s'ils étaient tirés au sort dans le bras chimiothérapie, ils ne recevraient pas après, en cas de progression, le daraxonrasib. Pourquoi? C'est parce que les auteurs ont estimé que ça pouvait fausser l'étude, parce que si le daraxonrasib marche chez ces patients-là, à la fin, tout le monde peut faire égale figure devant le cancer du pancréas et ce médicament ne sera jamais commercialisé s'il est efficace. Donc c'est pour ça que ça a été décidé comme ça, même si c'est difficile à entendre. 460 patients prévus dans le monde, l'étude a été terminée très rapidement parce qu'évidemment, les gens étaient motivés. Et donc, je vais passer la parole à Barbara, qui est à côté de moi et qui est la première patiente inclue en France pour cette étude. Et donc, lui poser une courte question, c'est son histoire. Oui, alors j'ai été diagnostiquée du cancer du pancréas en juillet 2024 et la chimiothérapie a commencé en... Alors, j'ai été diagnostiquée du cancer du pancréas en juillet 2024 et j'ai débuté la chimiothérapie en septembre 2024. Elle a duré plusieurs mois. C'était un cycle de 12 séances, si je me souviens bien, et ça n'a pas fonctionné. Vers le mois de mars, le professeur Hamel a commencé à me parler du nouveau médicament qui donnait lieu à un tirage au sort, ce que j'ai accepté, même si c'est difficile d'accepter d'avoir un médicament par tirage au sort, mais j'ai considéré que c'était une chance, puisque la chimiothérapie ne fonctionnait pas. Je voulais saisir ma chance. Donc la chance a été de mon côté, puisque j'ai pu faire partie de protocole. Euh, Au niveau... alors, donc, je prends ce médicament tous les jours, sur un cycle de 28 jours. Il y a eu, bien sûr, donc des effets secondaires, notamment cutanés, avec l'éruption de boutons. À un moment donné, j'ai eu des boutons sur presque 70% du corps, notamment les jambes, le dos et les fesses. Ça pouvait parfois devenir douloureux, mais grâce à l'aide de l'hôpital Raymond d'Or et de la dermatologue, on a pu trouver des solutions. Voilà. Autre effet secondaire, c'est essentiellement la sécheresse, voilà, la sécheresse cutanée, sécheresse des yeux également, qui ont été traités grâce à l'hôpital les 15-20. Voilà. Globalement, voilà, ce sont les effets secondaires. À l'heure actuelle, je me porte bien. J'ai repris le travail depuis le mois de septembre à mi-temps, en mi-temps thérapeutique. J'ai une bonne forme, je dirais même meilleure que quand j'étais sous chimio parce qu'il y avait beaucoup de fatigue. Donc là, je suis la première étonnée moi-même et j'en profite chaque jour, je dois dire. Et je mange également, je mange quasiment normalement en plus petite quantité qu'auparavant, mais je me nourris. Je fais mes 3 repas par jour, plus un goûter. Donc voilà, j'ai une bonne forme et mentalement également, ça va nettement mieux. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Vous pouvez le rappeler Alors peut-être? j'en suis au 12e cycle et j'ai commencé en avril 2025. Ce qui fait 10 mois. 10 mois maintenant, oui. Et avec des effets franchement très positifs, avec cependant des effets secondaires qu'il ne faut pas négliger, mais des effets très positifs sur le physique. Je vis ma vie, je suis active, je conduis, je vais au travail, je m'occupe de ma famille.
Et c'est très important, quand on est malade, de pouvoir rester actif. Et malgré que ce soit un cancer digestif, je mange, je me nourris, quasiment normalement. Voilà. Je peux peut-être ajouter que sur le scanner, les métastases du foie ont diminué franchement de manière très importante, que le marqueur du cancer, qui s'appelle CA19-9, qui est dosé dans le sang, s'est quasiment normalisé en partant d'un chiffre très élevé. Donc ce sont des signes d'examen complémentaires qui vont renforcer l'idée que ce médicament marche euh, chez Barbara. Et donc 10 mois, c'est déjà un recul important. Ce qu'on doit souligner quand même, c'est que tous les patients n'ont pas eu le même effet positif de ce médicament. Certains ont eu un effet plus court et on a repris une chimiothérapie après, et d'autres, quelques-uns, n'ont pas eu d'effet de ce médicament parce qu'ils étaient résistants à ce médicament. Donc voilà, il ne faut pas dire ça marche pas très très bien chez tout le monde, mais je crois que c'est important de dire qu'une proportion importante de patients pourraient en bénéficier et qu'après, ce médicament ne sera peut-être pas indéfiniment efficace, ça on le sait. Il peut y avoir apparaître des résistantes parce que les cellules tumorales s'adaptent et à ce moment-là, on cherche des solutions pour quand le médicament ne serait plus actif. Alors pour ce qui est de l'essai thérapeutique, parce que tout le monde nous interroge, l'essai est donc clos depuis le 18 juillet. Ça a été très très vite parce qu'évidemment, il y avait une forte participation. On aura probablement des résultats avant l'été qui seront présentés au congrès de l'ASCO. Mais comme l'objectif principal de cette étude, c'est de voir si le médicament allonge la survie des patients, évidemment, il faudra attendre plus longtemps, d'autant plus que la survie semble allonger singulièrement pour des patients comme Barbara. Et donc, on aura certainement des signaux sur ce qu'on appelle la survie sans progression, c'est-à-dire ce qu'a montré Sinélusier tout à l'heure ou moi dans d'autres études, le contrôle tumoral. Et si le contrôle tumoral s'avère vraiment nettement supérieur avec le daraxonrasib versus la chimiothérapie classique, il est probable que les autorités américaines pourraient donner une première autorisation à visée compassionnelle. On en reparlera. Mais la période difficile maintenant, effectivement, pour les gens qui nous écoutent ou qui sont concernés par cette maladie, c'est de se dire, Barbara nous a donné des signaux très positifs, j'aimerais bien ce médicament. Mais c'est tout le problème, évidemment, des études, c'est qu'il faut les finir, il faut les diffuser, les publier, et après discuter le prix du médicament, évidemment, avec les autorités, les tutelles. Et après, le médicament pourrait être disponible sous certaines conditions. Donc, c'est encore un petit peu loin de la coupe aux lèvres. Mais disons, c'est pas pour demain, c'est pour après-demain. Et on espère tous que beaucoup de patients pourront en bénéficier, et pas seulement dans le cancer du pancréas. Donc merci, et puis peut-être vous reprendrez la parole s'il y a des questions. Je vais terminer mon topo. Voilà. Alors, une fois que on s'est aperçu qu'il y avait des résistances, on s'aperçoit qu'en ajoutant un autre inhibiteur de KRAS, qu'on appelle ici G12D, donc sur une mutation spécifique, on peut remettre dans le droit chemin. Là, c'est l'animal, hein, une tumeur dont l'espérance de vie de la souris était mauvaise, revient très bonne une fois qu'il y a eu un échappement à cet inhibiteur KRAS. Donc ça, c'est l'avenir. Et on s'apercevra que en mettant un deuxième médicament peut-être associé au daraxonrasib, on pourra contrôler encore mieux la maladie. Un mot pour dire que vous entendrez parler d'une nouvelle cible qui s'appelle MTAP. Je ne vais pas trop détailler parce que ce serait un peu compliqué comme acronyme, mais schématiquement, MTAP existe dans les cellules normales. Il se complexe à une protéine qui s'appelle PRMT5 et ça permet de réguler la division cellulaire. Et il se trouve que dans les cellules cancéreuses, le complexe entre le MTAP et PRMT5 est inactif, c'est-à-dire qu'il y a une délétion du gène MTAP, et à ce moment-là, il y a une prolifération cellulaire. Cette anomalie de délétion MTAP est présente dans environ 15% des cancers du pancréas, et on a eu des résultats préliminaires, hein, toujours en phase 1, vraiment encourageants avec ce traitement. Et comme il me reste une minute, je vais terminer avec les thérapies ciblées en disant que c'est pas forcément très avancé, c'est ce que Cindy vous a montré. Il y a 16 000 patients qui ont un cancer du pancréas, il n'y en a que 500 qui tirent réellement bénéfice des thérapies ciblées, parce qu'évidemment, ça ne marche pas chez tout le monde, et puis les mutations sont parfois rares. Donc c'est un peu pour mettre un petit peu d'eau dans le vin en disant, attention, thérapie ciblée, c'est très séduisant, la médecine personnalisée, c'est très séduisant, mais c'est pas encore pour demain.
Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que, certes, on va trouver des traitements ciblés, mais qu'il faut aussi trouver des traitements plus généraux qui marchent chez plus de patients, des nouvelles chimiothérapies, des nouveaux inhibiteurs de ces cibles moléculaires qui marchent chez un plus grand nombre de patients. Voilà et évidemment un diagnostic plus précoce. Alors, je termine en disant que c'est un diapo un peu complexe, mais vous n'avez pas à la regarder dans le détail. Pour plus tard, et si on a beaucoup de choses sur cette diapo, c'est simplement pour dire que c'est bon signe. Les patients opérables, peut-être, ont un vaccin. Les patients qui ont une maladie métastatique auront peut-être des traitements adaptés, notamment en maintenance. On a parlé de Tédopi tout à l'heure, du Tédopam de Sininosillet. On a parlé de diminution des chimiothérapies, de l'olaparib chez les patients qui ont BRCA, et éventuellement d'autres molécules. Peut-être ces patients auront en plus en traitement de fond un inhibiteur de KRAS, pourquoi pas. Et puis il y a des médicaments qui agiront sur l'état général qu'on pourra peut-être donner également. Voilà. Donc ça c'était un peu optimiste comme vue, mais je crois que c'est important de le dire. Et donc, pour terminer, il y a des nouveaux traitements en vue, vous l'avez compris. Les essais thérapeutiques, je crois que c'est très important d'accepter le principe du tirage au sort des inclusions s'il y a tirage au sort, parce que c'est d'une part une chance d'avoir un médicament qu'on ne peut pas avoir en commercialisation pour le moment, et d'autre part, on fait progresser la science indirectement. Et bien sûr, il y a des limites et les frustrations du moment avec tout ce que vous avez entendu en vous disant c'est formidable d'avoir vu Barbara, c'est formidable d'avoir vu Bernadette, mais nous, on peut pour l'instant pas avoir tous ces traitements. Il y a, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, mais en tout cas, il y a de grands espoirs. Je devais être ému quand j'ai écrit cette phrase, parce que ça fait 30 ans que je travaille dans le cancer du pancréas, et Cindy Neusier, ça fait un moment, mais elle est beaucoup plus jeune. Ça fait quand même longtemps qu'on se casse les dents, et donc c'est vraiment très important pour les cancers biliaires et pour les cancers du pancréas. Voilà. Merci professeur, merci Barbara pour votre témoignage, merci professeur pour votre présentation. Je vais maintenant passer aux questions. J'ai une question sur les symptômes. Quels sont les symptômes d'un cancer du pancréas? Alors, en général, le grand public connaît bien les douleurs parce que c'est un organe qui est très près de centre nerveux et que ça occasionne beaucoup de douleurs qui sont en général transfixiantes, c'est-à-dire qu'elles partent en gros du creux de l'estomac, elles vont dans le dos, elles sont fortes, elles sont durables, elles gênent la nuit et donc il faut souvent des antalgiques forts, hein. Il faut des antalgiques avec de la codéine ou des dérivés morphiniques pour les calmer. La jaunisse, Cindy en a parlé, l'ictère, c'est-à-dire que le canal du pancréas, le canal pardon, biliaire peut être bloqué par le cancer du pancréas parce que le canal biliaire se termine tout près du pancréas et donc la jaunisse peut être un signe important mais qui n'est pas souvent fréquent. Et puis il y a des signes non spécifiques qui sont plus difficiles mais qu'il faut savoir reconnaître, une fatigue, une diarrhée chronique, l'apparition d'un diabète ou le déséquilibre d'un diabète sont des événements fréquents dans la population générale. Mais quelqu'un qui combine ces signes, c'est-à-dire par exemple, il y a un ictère avec un amaigrissement, il y a un diabète qui se déséquilibre, mais en même temps une diarrhée curieuse, bizarre, il y a une diarrhée chronique avec des selles claires et une coloscopie normale, il faut simplement avoir le réflexe pour les médecins qui s'en occupent et même pour les patients de faire un scanner parce qu'à ce moment-là, on peut voir le cancer un petit peu plus tôt. Merci pour cette réponse. Comment faire pour se renseigner sur les essais thérapeutiques et si nos malades répondent aux conditions? Alors, c'est une très bonne question. Alors, tout le monde maintenant va sur Internet. Il est assez facile de se procurer les essais thérapeutiques qui sont faits, par exemple, pour Sydney Nedier et moi, dans le groupe Prodige, qui est un groupe qui réunit plusieurs consortiums de recherche, avec notamment euh, le GERCOR, la Fédération française de cancérologie digestive et Unicancer pour les cancers digestifs qui se mettent ensemble. Et il y a un certain nombre de sites qui donnent ces essais thérapeutiques. Et puis, bien entendu, on est contacté régulièrement pour cela. Et pour les essais de phase 1, c'est-à-dire les essais pour tester une nouvelle molécule quand on n'a plus de solution, là, il n'y a que 16 centres en France qui peuvent l'autoriser, si je puis dire. Et là, vous avez les centres comme l'Institut Curie, comme Gustave Roussy, comme Léon Bérard, etc qui propose ces essais qui sont très limités. Il faut faire attention de ne pas se précipiter avec trop d'optimisme parce que la sélection des patients est extrêmement rude. Et là, on teste des médicaments dont on ne connaît pas encore la toxicité et l'efficacité vraiment dans le détail. D'accord. Que proposer comme traitement chez les malades sans mutation KRAS? Ah, très bonne question. Eh bien, c'est un petit peu, je rejoins un petit peu ce que Cindy Nozillet disait, par exemple, pour les cholangiocarcinomes intrahépatiques, donc des voies biliaires intrahépatiques,
sont le sujet de plus de mutations ou de fusions ou d'anomalies qui sont ciblables par des traitements. Et ben dans les cancers sans mutation KRAS, il y a beaucoup plus de possibilités thérapeutiques parce qu'on trouve fréquemment d'autres anomalies qui vont nous aider à traiter les patients. Comme on parlait tout à l'heure de fusion, il y a certains médicaments qui sont plus efficaces en cas d'absence de mutation KRAS, mais il faut savoir que les inhibiteurs de KRAS dont j'ai parlé semblent marcher aussi en l'absence de mutation de ce gène. Donc, Est-ce que... Oui, pardon. c'est Vous quand même vouliez... plus favorable. Voilà. Très bien. Est-ce que d'autres essais de RA Solute seront prévus? Oui, alors je reviens de San Francisco, on en a parlé avec justement le laboratoire qui fait ça parce que on travaille bien en Europe, hein, et on travaille bien en France notamment, ils le savent. Et donc il y a en gros une vingtaine d'essais qui sont prévus parce que visiblement ils ont l'air d'avoir confiance. Moi je ne connais pas les résultats pour l'instant, ils sont pas disponibles hein, et c'est trop tôt, mais il y a des signaux encourageants. Et donc, il y a des essais qui sont en cours, non seulement avec de nouveaux inhibiteurs de KRAS, notamment plus ciblés, comme je le disais, avec une mutation précise pour donner moins d'effets secondaires, moins de boutons d'éruption cutanée et peut-être une efficacité identique, la combinaison de différents inhibiteurs de KRAS, et puis les inhibiteurs de MTAP dont j'ai parlé ou d'autres médicaments qui sont testés vont être combinés aux inhibiteurs de KRAS. C'est pour ça que je vous ai montré cette diapo chargée à la fin où on voit plein de traitements différents et en toile de fond peut-être les inhibiteurs de KRAS ou un autre médicament qui pourrait être commun à différents traitements. Donc, il y a beaucoup d'essais à venir, oui. Et en France, J'ai... notamment, il y en a 3 qui vont démarrer probablement avant la fin de l'année. Super. J'ai une question sur l'annonce récente de l'oncologue espagnol Mariano Barbacid. Oui. Que penser de son Ah. annonce sur le fait d'avoir guéri le cancer du pancréas d'une souris? Alors, je vois Cindy Desier qui sourit et elle sait pourquoi je souris et elle a très bien répondu déjà. Monsieur Barbacid est tout à fait respectable. Il a beaucoup travaillé sur ces anomalies et il faut lui rendre hommage. PNAS, dont la revue dans laquelle il a publié, Proceedings National Academy of Science, c'est une grande revue, mais c'est une revue de science parce que ça n'est pas du tout ciblé pour les patients directement. Donc, c'est un peu excessif de dire on guérit le cancer du pancréas, parce que des cancers du pancréas dans les tubes, on en a guéri beaucoup. On en a guéri avec la phentomycine qu'a mis au point l'équipe de Raphaël Rodriguez de l'Institut Curie sur des cancers du pancréas avec une efficacité remarquable. Pour l'instant, et il l'a clamé dans les différents topos qu'il a fait, il a dit c'est dans les tubes, c'est pas encore accessible. On n'a pas le médicament à proposer aux patients. Et pour Monsieur Barbacide, son idée de combiner le daraxonrasib avec d'autres médicaments, et c'est tout à fait intelligent et prometteur, avant que ça passe à la phase thérapeutique, il va se passer quelques mois et quelques années. Donc, méfiance de ces annonces qui sont très sympathiques pour les gens en bonne santé, qui ne sont pas concernés, beaucoup plus difficiles à entendre pour les gens qui ont un proche concerné par un cancer de pancréas, ou les patients eux-mêmes, bien sûr, qui entendent ça et qui savent qu'ils n'en profiteront pas dans les mois à venir. Merci pour cette réponse très claire. J'ai une autre question. Pourquoi certains établissements refusent de donner de l'Abraxane? Ils ne seraient pas remboursés. Est-ce une perte de chance? Alors, c'était peut-être une perte de chance il y a encore quelques années, parce que ce médicament, qui est donc un dérivé d'une famille qu'on appelle taxane, qu'on donne beaucoup dans les cancers gynécologiques par exemple, est une molécule avec une nanoparticule liée à l'albumine qui coûte plus cher que les médicaments qu'on a, et notamment les taxanes qui sont génériqués. Et donc, les autorités et les tutelles ont dit, pourquoi vous allez donner un médicament qui coûte cher tous les mois alors qu'il existe un similaire qu'on utilise depuis très longtemps. Et effectivement, un groupe français a fait une étude montrant qu'un taxane comme le paclitaxel, qui coûte beaucoup moins cher, qui n'est pas l'Abraxane, semble marcher peut-être aussi bien, même si ça n'a pas été comparé directement. Et effectivement, il y a ce paradoxe en France que certains centres prescrivent l'Abraxane, et j'en fais partie, et Céline Neusier aussi. Et je pense que ça, c'est un vrai problème de pas autoriser cette prescription-là. Bon, il y a des problèmes de finances, hein, ça coûte très cher tout ça. Et on peut comprendre les tutelles qui disent, vous n'avez pas montré que ce médicament qui est plus cher que l'autre marche beaucoup mieux que l'autre. Et donc, c'est ça la difficulté. On a le même problème avec l'irinotécan liposomal, le Naliri du groupe Servier, qui marche bien. Je l'ai montré tout à l'heure dans le Nalirifox. Mais les tutelles nous disent, il n'a pas été comparé au l'irinotécan qui coûte rien. Et donc, ça a mis longtemps
à venir au marché. Et on va avoir le Naliri dans les centres parce qu'il a été montré finalement beaucoup plus efficace que la gemcitabine Abraxane comme association. Et donc, on va pouvoir probablement utiliser ce médicament. Et d'ailleurs, Sinéad Zillet et Marc, pardon, euh, Sinéad Zillet et son jeune collègue, Mathieu Delay, mettent en place un essai qui s'appelle Panoramix, dans lequel on va pouvoir utiliser ce médicament. Donc voilà, l'avenir, ce sera peut-être de faire des belles études pour montrer aux tutelles que ce médicament peut marcher, ce médicament ou un autre, hein, je ne fais pas de publicité. Merci professeur pour cette réponse très complète et pour cette présentation très complète également. Merci Barbara pour votre témoignage. Je vais clôturer cette webconférence. Juste avant, je vous invite à prendre note des prochaines dates. Donc la prochaine webconférence aura lieu le 7 avril sur l'étude Yoda, une étude qui est soutenue par la Fondation sur la partie pancréas et qui permet d'essayer de comprendre la survenue de cancer chez les patients jeunes. Et il y aura également le témoignage d'un survivant. Et puis nous avons également plein de webconférences à venir. Donc restez connectés et n'hésitez pas à aller consulter notre site internet pour prendre note des dates dès qu'elles seront fixées. Nous avons également notre hackathon qui aura lieu du 27 au 29 mars 2026, donc 48 heures d'intelligence collective pour faire accélérer, collaborer, innover sur des projets en faveur de la lutte contre les cancers digestifs. N'hésitez pas à vous y inscrire, c'est gratuit et c'est accessible depuis notre site internet. Nous vous attendons nombreux. Et enfin, je remercie tous nos partenaires, les associations de patients et nos donateurs qui nous permettent de financer ces programmes. Encore merci, professeur Hamel, professeur Neusier, ainsi que Barbara et Bernadette pour leur témoignage. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous le 7 avril à midi pour la webconférence sur l'essai Yoda. Bonne journée à tous. Au revoir, merci. Au revoir.